Voici quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Regardez les gens autour de vous. Regardez votre famille, vos amis, les inconnus dans la rue. Chacune des 8 milliards de personnes sur cette planète, sans exception, peut tracer ses ancêtres jusqu'à un seul et même endroit, un seul continent, l'Afrique. Mais ce n'est pas ça, la partie la plus folle. Ce n'est pas surprenant que nous venions de quelque part. La partie vraiment folle, c'est que d'autres continents avaient aussi des singes. L'Europe avait des forêts pleines de primates. L'Asie avait des singes. Alors, pourquoi l'être humain n'a-t-il pas évolué en Allemagne? Pourquoi pas en Chine? Pourquoi pas en Amérique du Sud? Pensez-y une seconde, les ingrédients étaient partout. Il y avait des forêts, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il faut pour survivre. Mais un seul endroit, un seul continent sur toute la Terre, a produit l'espèce qui allait un jour construire des villes, écrire des symphonies, inventer Internet et marcher sur la Lune. Qu'est-ce qui rendait l'Afrique si spéciale? Était-ce le climat? La géologie? Ou juste une chance incroyable? Bon, avant de plonger dans ce mystère, si vous utilisez ces histoires pour vous détendre ou vous endormir, c'est littéralement pour ça que je les fais. Les récits de notre famille humaine sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous peut-être et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Hier, quelqu'un du Portugal a dit qu'il écoutait en préparant le dîner et quelqu'un de Chicago l'utilisait pour son trajet du matin. C'est fou de voir cette tribu mondiale. Maintenant, avant de remonter le temps, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. La plupart des gens acceptent simplement que les humains viennent d'Afrique parce que, eh bien, c'est ce qu'on apprend en cours de biologie. L'hypothèse out of Africa. C'est un fait. Mais personne n'explique vraiment pourquoi ce devait être l'Afrique. Et c'est la seule question qui compte vraiment. Car si nous pouvons comprendre ce qui a fait de ce continent la cocotte minute évolutive parfaite pour l'humanité, nous pouvons comprendre quelque chose de fondamental sur qui nous sommes. Pourquoi avons-nous de gros cerveaux? Pourquoi marchons-nous sur deux jambes? Pourquoi sommes-nous si sociaux? La réponse à toutes ces questions est cachée dans la terre africaine. Alors attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans des millions d'années d'histoire. Nous allons parler d'impacts d'astéroïdes, de collisions de continents, de chaos climatiques et d'une série de coups de chance qui ont failli ne jamais se produire. À la fin de cette série, vous verrez l'Afrique et vous-même d'une manière complètement différente. Commençons donc par le commencement. Loin, très loin en arrière. Avant même qu'il y ait des singes. Il y a 66 millions d'années, le ciel s'est déchiré. Un astéroïde de la taille d'une montagne a frappé la Terre et a mis fin au règne des dinosaures. Le monde a brûlé, puis il a gelé. C'était l'apocalypse. Mais dans les décombres fumants de ce monde en ruine, alors que les géants mouraient de faim, quelques petites créatures ont survécu. Elles vivaient dans l'ombre, sous terre, ou haut dans les branches des arbres morts. Et parmi ces petits survivants se trouvait quelque chose d'extraordinaire. Notre tout premier ancêtre. Les scientifiques l'appellent Purgatorius. Il porte le nom de Purgatory Hill, la colline du purgatoire, dans le Montana, aux États-Unis, l'endroit où les paléontologues ont déterré ces minuscules dents fossilisées. Imaginez une créature. Elle n'a pas l'air humaine. Elle n'a même pas l'air d'un singe. Elle a la taille d'une souris, peut-être 15 cm du nez à la queue, pesant à peine plus qu'une cuillère à soupe de sucre. À première vue, vous penseriez que c'est une musaraigne ou un écureuil. Mais si vous regardez de plus près, si vous regardez son squelette avec l'œil d'un expert, vous verrez le futur. Regardez les os de ses chevilles, ils sont spéciaux. Ils ont une amplitude de mouvement incroyable, une souplesse que les mammifères terrestres normaux n'ont tout simplement pas. Cette cheville flexible permettait à Purgatorius de tourner ses pieds pour s'agripper au tronc d'arbre, pour descendre la tête la première, pour naviguer dans un monde tridimensionnel. Et voici ce qui est fou. Purgatorius vivait à peine 100 000 à 140 000 ans après que l'astéroïde ait frappé. Pensez-y un instant. Alors que la planète se remettait à peine du plus grand événement d'extinction de l'histoire récente, alors que la cendre retombait probablement encore à certains endroits, et que les forêts commençaient à peine à repousser.
Nos plus anciens ancêtres grimpaient déjà aux arbres. Ils profitaient de tout ce nouvel immobilier laissé vacant par les dinosaures. Mais Purgatorius n'était pas seul. Les archives fossiles montrent d'autres créatures vivant à la même époque, appelées les plésiadapiformes. Imaginez si un écureuil et un petit lémurien avaient eu un bébé. C'est à peu près ce que nous regardons. Ce qui est intéressant, ce sont leurs dents. La forme de leurs molaires correspond à celle des lémuriens modernes, ce qui est un indice majeur pour les classer comme des primates. Mais il leur manquait encore des caractéristiques clés. Ils n'avaient pas d'yeux tournés vers l'avant pour la vision en 3D. Ils avaient encore des yeux sur les côtés de la tête, comme un lapin. Ils n'avaient pas encore de vraies mains, capables de saisir avec des pouces opposables. Ils avaient des griffes, pas des ongles. C'étaient des travaux en cours, des brouillons de l'évolution. C'étaient les pierres de guet entre les simples mammifères insectivores et ce que nous reconnaîtrions comme de vrais primates. Alors, la grande question est, pourquoi ? Pourquoi ces traits ont-ils évolué ? Pourquoi cette petite créature ressemblant à un écureuil a-t-elle commencé à changer ? Quelle a été la pression, la force invisible, qui a transformé un petit mammifère aléatoire en ancêtre des singes, des grands singes, et finalement de nous? C'est ici que la science devient une histoire de détective. Les chercheurs ont examiné différentes idées, différentes théories pour expliquer pourquoi nous avons des mains et des yeux comme les nôtres. Au début, les gens pensaient que c'était simple. C'était la théorie arboricole. Ces créatures s'adaptaient à la vie dans les arbres. Fin de l'histoire. Si vous vivez dans un arbre, vous devez vous accrocher, non ? Mais cette idée ne tient pas vraiment la route. Regardez les écureuils. Ils vivent dans les arbres. Ils courent le long des branches. Ils sautent. Ils survivent très bien. Mais ils n'ont pas développé de mains humaines, ni d'yeux frontaux. Ils ont toujours des griffes et des yeux sur les côtés. Donc, vivre dans les arbres ne suffit pas à expliquer nos caractéristiques. Ensuite, il y a une théorie beaucoup plus cool, l'hypothèse de la prédation visuelle. Elle suggère que nos ancêtres n'étaient pas seulement des grimpeurs, c'étaient des chasseurs furtifs d'insectes. Pensez-y. Si vous êtes une petite créature essayant d'attraper un insecte rapide ou un papillon de nuit sur une branche fine, vous avez besoin de deux choses. Premièrement, vous avez besoin d'une excellente perception de la profondeur. Vous devez savoir exactement à quelle distance se trouve votre proie pour ne pas la rater. Avoir les deux yeux sur le devant du visage permet au champ de vision de se chevaucher, créant une vision en 3 dimensions. C'est la vision du prédateur. Les chats l'ont, les hiboux l'ont, et nous l'avons. Deuxièmement, vous avez besoin de précision. Vous ne pouvez pas attraper une mouche avec des griffes maladroites. Vous avez besoin de doigts agiles, capables de saisir rapidement. Vous avez besoin de mains. Mais attendez, il y a une 3e pièce au puzzle, une pièce végétale. À peu près à la même époque où ces premiers primates évoluaient, le monde végétal vivait sa propre révolution. Les plantes à fleurs modernes, appelées angiospermes, explosaient sur toute la planète. Soudain, le monde, qui était vert et brun, s'est rempli de couleurs. Et avec les fleurs sont venus les fruits. C'était une nouvelle source de nourriture incroyable. Des paquets d'énergie sucrée suspendus au bout des branches. Mais pour les trouver, il fallait être capable de les voir. Un fruit rouge mûr au milieu de feuilles vertes est invisible si vous ne voyez pas les couleurs. La vision des couleurs est devenue un super pouvoir. Et pour atteindre ces fruits, souvent situés au bout des branches les plus fines et les plus fragiles, il fallait une motricité fine pour les cueillir sans tomber. Et voici la plus belle partie de l'histoire. Toutes ces hypothèses sont probablement correctes en même temps. Les arbres pleins de fruits abritaient également des essaims d'insectes qui venaient te manger les fruits. Nos petits ancêtres avaient donc accès à un buffet complet. C'était probablement une combinaison de ces 3 pressions qui a créé la soupe évolutive parfaite. La chasse aux insectes, la cueillette des fruits, la vie dans les branches fines. Chacune de ces pressions poussait l'anatomie et le comportement de ces petits animaux dans la même direction, vers une meilleure vision, vers plus de dextérité manuelle et vers de plus gros cerveaux pour coordonner tous ces mouvements complexes. Il y a environ 55 millions d'années, le résultat est apparu. Nous avons eu la vraie affaire,
les vrais primates, appelés euprimates. Ce sont des créatures comme les adapidés, qui ressemblaient à des lémuriens, et les hominidés, qui ressemblaient à des tarsiers. Ils avaient l'ensemble complet, des yeux tournés vers l'avant pour la 3D, des mains et des pieds capables de saisir, avec des ongles plats au lieu de griffes, des articulations d'épaules et de poignets plus flexibles, et surtout, des cerveaux relativement plus gros que leurs prédécesseurs. Ces traits ont ouvert des portes écologiques qui allaient changer le monde. Ils ont posé les fondations de notre lignée, mais c'est ici que l'histoire prend un tournant choquant, un tournant que la plupart des gens ne connaissent pas. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'évolution globale, mais la prochaine étape cruciale, l'apparition des ancêtres directs des singes et des humains, ne s'est pas du tout déroulée en Afrique. Le berceau de notre lignée spécifique, les anthropoïdes, n'était pas le continent noir, c'était l'Asie. Et le voyage qu'ils ont dû faire pour arriver en Afrique est l'une des histoires de migration les plus incroyables et les plus improbables de tous les temps. Nous avons donc établi que les premiers primates, ces petites créatures ressemblant à des écureuils, ont conquis les arbres juste après la mort des dinosaures. Ils ont développé des mains, des yeux perçants et des cerveaux plus gros. La scène était prête pour la prochaine étape. L'apparition des anthropoïdes. C'est le groupe de primates supérieurs qui comprend les singes, les grands singes, et nous, les humains. Si vous demandez à n'importe qui d'où venons-nous, ils répondront l'Afrique. Et ils ont raison. Pour la fin de l'histoire. Mais pour le début, c'est une toute autre affaire. Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché les fossiles des premiers anthropoïdes en Afrique. Ils ont creusé en Égypte, au Kenya, en Éthiopie. Ils ont trouvé beaucoup de choses, mais pas l'origine. Le chaînon manquant de cette époque spécifique restait introuvable. Puis, dans les années 1990, l'histoire a pris un tournant inattendu. Des paléontologues ont commencé à trouver des dents et des os de pieds minuscules, mais pas en Afrique. Ils les ont trouvés à des milliers de kilomètres de là, en Chine. Voici Eosimias. Son nom signifie « singe de l'aube ». Il vivait il y a environ 40 à 45 millions d'années. Imaginez une créature minuscule, pas plus grande que votre pouce. Elle pesait moins qu'une canette de soda. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Si vous regardiez ses dents au microscope ou la forme des os de ses chevilles, vous verriez quelque chose de familier. Ce n'était pas un lémurien, c'était un singe. C'était, à bien des égards, notre grand-père à tous. La découverte de Eosimias et d'autres fossiles similaires au Myanmar et en Thaïlande a forcé la science à réécrire les livres d'histoire. Le berceau de notre lignée lointaine n'était pas la savane africaine, c'était les jungles humides et chaudes de l'Asie. C'est le premier grand twist de notre histoire de détective. Nos ancêtres sont asiatiques, mais cela crée un problème énorme, un problème de la taille d'un océan. Si nos ancêtres ont évolué en Asie, comment diable se sont-ils retrouvés en Afrique, le continent où nous savons que l'humanité est née bien plus tard? Aujourd'hui, si vous vouliez aller de la Chine à l'Afrique, vous pourriez marcher. Vous traverseriez le Moyen-Orient, passeriez par l'Égypte, et vous y seriez. Les continents sont connectés. Mais, il y a 40 millions d'années, la carte du monde était très différente. L'Afrique était une île géante. Elle flottait toute seule, complètement isolée du reste du monde. Entre l'Afrique et l'Asie, il y avait un océan immense, ancien, et aujourd'hui disparu, appelé la mer Tétis. Cet océan était large de centaines, voire de milliers de kilomètres. Il était peuplé de baleines primitives et de requins géants. Pour un petit singe de la taille d'une souris, c'était une barrière infranchissable. C'était le bout du monde. Alors, comment ont-ils fait? Comment ces minuscules singes asiatiques ont-ils franchi cette barrière d'eau mortelle pour coloniser l'Afrique? Ils n'avaient pas de bateau. Ils ne savaient pas nager sur de telles distances. La réponse est l'une des théories les plus folles, les plus improbables, et pourtant les plus acceptées de la science. On l'appelle la théorie du radeau. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous devons imaginer une scène de catastrophe naturelle. Nous sommes sur la côte de ce qui est aujourd'hui le Myanmar, il y a 40 millions d'années. Une tempête tropicale massive, un ouragan préhistorique, frappe la côte. Les vents hurlent, la pluie tombe à torrents, les rivières gonflent
et deviennent des monstres de boue, arrachant tout sur leur passage. Au bord d'une rivière, une grande section de forêt de mangrove se détache. C'est un radeau naturel géant, un enchevêtrement massif de troncs d'arbres, de racines, de terre et de végétation, peut-être de la taille d'un terrain de football. Ce radeau est emporté par le courant violent de la rivière et jeté dans l'océan. Et piégés sur ce radeau, terrifiés, trempés et s'accrochant pour leur vie, se trouvent quelques petits éosimias. Peut-être une famille, peut-être juste une femelle enceinte. Le radeau dérive vers le large, la tempête passe, mais la terre a disparu. Ah, ils sont seuls, flottant sur l'immense mer Tétis. Cela ressemble à un dessin animé, non? Mais cela arrive vraiment. De nos jours, après des ouragans, on a vu des îles flottantes de végétation voyager sur des centaines de kilomètres, avec des iganes ou d'autres animaux dessus. Pour nos ancêtres singes, ce voyage a dû être un enfer. Ils ont dérivé pendant des semaines. Ils étaient brûlés par le soleil. Ils n'avaient pas d'eau douce, à part peut-être la pluie et la rosée qu'ils pouvaient lécher sur les feuilles. Ils ont survécu en mangeant les insectes piégés sur le radeau avec eux, ou peut-être l'écorce des arbres. La plupart d'entre eux sont probablement morts, mais ils n'ont pas tous besoin de survivre. Il suffit de quelques-uns. Il suffit d'un couple, ou d'une femelle portant des petits. Les courants de la mer Tétis poussaient vers l'ouest. Et un jour, par un miracle de probabilité, le radeau brun et mourant a heurté quelque chose de vert, une nouvelle côte, l'Afrique. Les survivants, maigres et faibles, ont débarqué. Ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils avaient changé de continent. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait des arbres, des fruits et de la terre ferme. Ils venaient de réaliser la plus grande invasion de l'histoire. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi ce voyage en radeau est-il la clé de notre existence? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement rester en Asie? Voici la partie tragique de l'histoire. Si ces singes n'avaient pas traversé l'océan, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pendant que nos petits immigrants commençaient à explorer leur nouvelle maison africaine, le monde changeait. Le climat mondial a commencé à se refroidir. En Asie et en Europe, ce refroidissement a été brutal. Les grandes jungles tropicales, le paradis des singes, ont commencé à disparaître. Elles ont été remplacées par des forêts plus sèches, plus froides, ou par des plaines ouvertes. C'était la grande coupure, une extinction de masse silencieuse. Les primates qui étaient restés en Asie, les cousins de nos voyageurs, n'ont pas pu s'adapter. Le froid les a tués. Leurs forêts ont disparu, et eux avec. La lignée asiatique des anthropoïdes s'est éteinte presque complètement. Mais l'Afrique était différente. L'Afrique est un continent unique. Elle est immense, et elle est centrée directement sur l'équateur. Même quand le reste du monde se refroidissait, l'Afrique gardait sa chaleur. Ces forêts tropicales ont rétréci, oui, mais elles n'ont pas disparu. L'Afrique est devenue une arche de Noé. C'était un refuge. Les petits singes qui étaient arrivés par radeau ont trouvé un continent entier pour eux seuls. Il n'y avait pas d'autres singes pour les concurrencer. Ils avaient le champ libre. Isolés sur cette île-continent géante, protégés du froid qui tuait leurs cousins au nord, ils ont prospéré. Ils se sont diversifiés. Ils ont grandi. Pendant des millions d'années, l'Afrique a agi comme une incubatrice. C'est là, dans cet isolement splendide, que les anthropoïdes ont commencé à se transformer. Ils sont devenus les singes de l'ancien monde, comme les babouins et les macaques. Et plus important encore, une lignée spéciale a commencé à changer encore plus radicalement. Ils ont perdu leur queue. Leur corps est devenu plus grand, plus robuste. Leur cerveau a commencé à se complexifier. Ils devenaient les premiers et grands singes, les ancêtres des gorilles, des chimpanzés et de nous. Le voyage en radeau n'était pas juste un accident. C'était le filtre. C'était le moment où notre destin s'est séparé de celui des autres mammifères. Nous sommes les descendants des naufragés. Nous sommes les enfants de ceux qui ont survécu à la mer.
Mais l'Afrique n'allait pas rester un paradis paisible pour toujours. Le continent lui-même était sur le point de se réveiller. Sous la terre, des forces titanesques se préparaient à déchirer le paysage. Le refuge allait bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il allait devenir une cocotte minute. Et c'est cette pression, ce chaos géologique, qui allait forcer nos ancêtres à faire quelque chose d'encore plus étrange que de traverser un océan. Cela allait les forcer à descendre des arbres et à se tenir debout. L'Afrique était donc devenue une arche de Noé, une île-continent géante flottant seule, protégeant nos petits ancêtres singes pendant que le reste du monde gelait. Mais en géologie, rien n'est éternel. Les continents sont comme des radeaux lents sur une mer de roches en fusion. Et l'Afrique était en mouvement. Lentement, centimètre par centimètre, la plaque africaine dérivait vers le nord. Elle se dirigeait droit vers l'énorme masse terrestre de l'Eurasie. Il y a environ 21 millions d'années, la collision a eu lieu. Ce n'était pas un accident de voiture brutal, mais une collision au ralenti qui a duré des millions d'années. L'impact a soulevé des montagnes, en Turquie et en Iran. Mais surtout, il a fait quelque chose de crucial pour notre histoire. Il a fermé l'ancienne mer Tétis. L'océan qui séparait les mondes a disparu. À sa place, une bande de terre ferme s'est élevée des eaux. Les scientifiques l'appellent le pont terrestre du Gomphotherium. Il porte le nom d'une créature étrange, un ancêtre de l'éléphant avec 4 défenses, qui a été l'un des premiers à l'emprunter. Ce pont a tout changé. L'Afrique n'était plus isolée. Les portes de l'arche étaient ouvertes. C'était le début du grand échange. C'était comme ouvrir une autoroute entre 2 mondes biologiques différents. Des animaux d'Asie, des rongeurs, des chats primitifs, des antilopes ont déferlé en Afrique pour la première fois. Et dans l'autre sens, les animaux africains, y compris les éléphants et nos ancêtres primates, ont commencé à sortir. C'est dans ce monde nouveau et connecté que nous voyons apparaître le prochain grand acteur de notre histoire. Il s'appelle Proconsul. Il vivait dans les forêts d'Afrique de l'Est, il y a environ 20 millions d'années. Si vous le voyiez, vous penseriez singe. Il marchait à 4 pattes, sur les branches. Mais il avait quelque chose de différent. Ou plutôt, il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas de queue. C'est un détail énorme. Les singes utilisent leur queue pour l'équilibre. Perdre sa queue signifie que l'anatomie a changé. Cela signifie que le corps se réorganise pour un nouveau type de mouvement, un dos plus vertical, une nouvelle façon de grimper. Proconsul n'était pas encore un humain, loin de là, mais il n'était plus un simple singe. Il était l'un des premiers grands singes, Ape. C'était notre arrière-arrière, grand-père, et pendant un moment, il a semblé que ces grands singes allaient conquérir le monde entier. Il y a environ 17 millions d'années, la planète a connu ce qu'on appelle un optimum climatique. Il a fait chaud, très chaud. Les forêts tropicales ont explosé, sortant de l'Afrique pour couvrir l'Europe et l'Asie. C'était l'âge d'or des singes. Nos ancêtres ont profité du pont terrestre pour migrer partout. On a trouvé des fossiles de grands singes en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Turquie. Ils étaient pas partout. Ils se diversifiaient. Certains sont devenus géants, d'autres sont restés petits. Si vous aviez parié à cette époque sur l'endroit où l'humanité allait naître, vous auriez peut-être misé sur l'Europe. L'Europe était pleine de singes. Mais la Terre est cruelle. Elle donne et elle reprend. Vers la fin de cette période, il y a environ 10 millions d'années, la fête s'est arrêtée. Le climat a basculé. La planète a commencé à se refroidir brusquement. Pour les singes, qui avaient migré en Europe et en Asie du Nord, c'était l'apocalypse. Leurs forêts luxuriantes, qui leur donnaient des fruits toute l'année, ont commencé à mourir. Elles ont été remplacées par des forêts sèches, puis par des prairies froides. Les singes ne mangent pas d'herbe, ils ont besoin de fruits. Un par un, les grands singes d'Europe se sont éteints. Le Dryopithecus en France, le Oreopithecus en Italie. Tous disparus. L'expérience européenne a échoué. Le froid les a tués. Mais devinez qui a survécu? Ceux qui étaient restés en Afrique et ceux qui avaient migré vers les jungles tropicales d'Asie du Sud-Est, les ancêtres des orang-outans. Pourquoi l'Afrique a-t-elle encore sauvé la mise?
C'est encore une fois une question de géographie. L'Afrique est le seul continent qui reste centré sur l'équateur. Même quand le monde se refroidit, l'équateur reste chaud. Les forêts africaines ont rétréci, oui, mais elles n'ont pas disparu comme en Europe. L'Afrique est redevenue le refuge, le bunker de la lignée humaine. Tous les espoirs de notre famille étaient maintenant concentrés à nouveau sur ce seul continent. Mais ce n'était pas un refuge paisible. L'Afrique n'allait pas laisser nos ancêtres se reposer. Sous leurs pieds, quelque chose de terrifiant se préparait. Une force géologique était en train de déchirer le continent en deux. L'Afrique de l'Est, la région que nous appelons aujourd'hui le Kenya et l'Éthiopie, était sur le point de se transformer en un laboratoire de l'enfer. Le sol allait se soulever, les volcans allaient exploser, et la jungle confortable allait se briser en morceaux. C'est cet événement géologique précis, ce chaos, qui allait fournir la pression finale. La pression qui allait forcer un singe confortable à faire quelque chose de fou, quelque chose de dangereux, quelque chose de révolutionnaire, descendre de son arbre et se tenir debout. Le laboratoire était ouvert. L'expérience humaine allait commencer. Nous avons vu que l'Afrique était devenue le dernier refuge des grands singes. Alors que l'Europe et l'Asie gelaient, l'Afrique restait chaude. Mais si vous imaginez que nos ancêtres se la coulaient douce, dans un paradis tropical éternel, détrompez-vous. L'Afrique n'était pas un club de vacances. C'était un laboratoire. Et l'expérience qui allait y être menée était brutale. La raison pour laquelle nous sommes devenus humains n'est pas seulement biologique. Elle est géologique. C'est une histoire de roches, de feu et de tectonique des plaques. Il y a environ 10 à 8 millions d'années, quelque chose de terrifiant a commencé à se produire sous l'Afrique de l'Est. Imaginez une main géante sous la terre, poussant vers le haut. Le magma chaud, venant des profondeurs de la planète, a commencé à faire gonfler la croûte terrestre comme une cloque. La pression est devenue trop forte. La Terre a craqué. Une déchirure immense, une cicatrice visible depuis l'espace, a commencé à s'ouvrir. Elle s'étendait de la mer Rouge jusqu'au Mozambique. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la vallée du Grand Rift. Ce n'était pas juste un tremblement de terre. C'était la naissance d'un nouveau monde. Des montagnes gigantesques ont surgi, créant des murs de plusieurs kilomètres de haut. Des volcans ont explosé, recouvrant le pays de cendres. Le sol s'est effondré, créant des vallées profondes qui se sont remplies d'eau pour former d'immenses lacs. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que cette violence géologique a détruit la stabilité. Avant le rift, l'Afrique était couverte d'une immense forêt tropicale qui s'étendait de l'océan Atlantique à l'océan Indien. C'était un tapis vert continu, un super autoroute pour les singes. Ils pouvaient voyager d'un bout à l'autre du continent sans jamais toucher le sol. C'était le monde parfait pour eux. Mais le rift a tout coupé. Les nouvelles montagnes à l'est ont agi comme un mur. Elles ont bloqué les nuages de pluie venant de l'ouest. L'Afrique de l'Est, là où vivaient nos ancêtres, a commencé à s'assécher. La forêt continue s'est brisée. C'est ici que la magie opère. Ce n'était pas un changement simple, du genre « la forêt devient un désert ». C'était beaucoup plus complexe et intéressant. Le rift a créé un patchwork, une mosaïque. Imaginez que vous marchez dans cette région il y a 6 millions d'années. Vous commencez dans une forêt dense et humide, au fond d'une vallée. Vous marchez quelques kilomètres, vous montez sur une crête, et soudain, vous êtes dans une prairie ouverte, sèche et venteuse. Vous descendez de l'autre côté, et vous êtes au bord d'un grand lac entouré de roseaux. Vous continuez, et vous vous retrouvez dans une zone boisée, clairsemée, comme un parc. C'était un chaos écologique. Des forêts, des savanes, des lacs, des déserts, des montagnes. Le tout mélangé dans un espace relativement petit. Et pire encore, cela changeait tout le temps. Les scientifiques appellent cela l'instabilité climatique. L'axe de la Terre oscillait. Parfois, il pleuvait pendant 1000 ans, et les lacs devenaient des mers intérieures. Puis, la pluie s'arrêtait, et tout devenait poussière. Nos ancêtres, ces anciens grands singes, se sont retrouvés piégés dans cette machine à laver géologique. Ils vivaient du mauvais côté du mur montagneux, à l'ouest du rift,
Dans ce qui est aujourd'hui le Congo, la pluie continuait de tomber. La forêt est restée stable. Les singes qui vivaient là n'avaient aucune raison de changer. Ils sont restés dans les arbres. Ils sont devenus les ancêtres des chimpanzés et des gorilles. Ils sont devenus des spécialistes de la forêt. Mais à l'est du rift, c'était la zone de combat. Nos ancêtres n'avaient pas le luxe de la stabilité. S'ils restaient des spécialistes de la forêt, ils mouraient dès que la forêt rétrécissait. S'ils devenaient des spécialistes de la prairie, ils mouraient quand l'eau revenait et noyait l'herbe. Ils faisaient face à un choix évolutif impossible, s'adapter à tout ou s'éteindre. C'est la théorie de la sélection par la variabilité. L'idée n'est pas que nous avons évolué pour un environnement spécifique, comme un ours polaire pour la glace. L'idée est que nous avons évolué pour le changement lui-même. La nature a commencé à sélectionner les individus qui étaient déjà flexibles. Ceux qui pouvaient manger des fruits, mais aussi des racines. Ceux qui pouvaient y grimper, mais aussi marcher. Ceux qui pouvaient résoudre des problèmes nouveaux. C'est cette cocotte minute évolutive qui a forgé l'humanité. Le rift nous a forcés à devenir des généralistes. Imaginez un de nos ancêtres, il y a 6 ou 7 millions d'années. Il est assis sur la branche d'un arbre. Il regarde autour de lui. L'arbre voisin n'est pas à portée de saut. Il est à 50 mètres, de l'autre côté d'une étendue d'herbe haute. Dans l'ancien monde, il n'aurait jamais eu besoin de descendre. Mais maintenant, il doit le faire. Il a faim. Son île de forêt est trop petite. Il doit traverser la zone dangereuse pour atteindre la prochaine île de nourriture. Il descend. Il est mal à l'aise. Ses articulations de singe ne sont pas faites pour le sol plat. Il marche à 4 pattes, sur ses poings. Mais l'herbe est haute. Il ne voit rien. Y a-t-il un lion caché là-bas? Y a-t-il un serpent? Il s'arrête. Il se redresse maladroitement sur ses pattes arrière pour regarder par-dessus les herbes. Il voit la destination. Il voit le danger. Pendant des millions d'années, cette scène s'est répétée des milliards de fois. Le paysage fragmenté du rift obligeait nos ancêtres à passer de plus en plus de temps au sol, à se déplacer entre les ressources. C'était la pression ultime. Le sol n'était pas un choix. C'était une nécessité imposée par la géologie. Et cette nécessité allait conduire à la première, la plus grande et la plus étrange transformation de notre histoire. Nos ancêtres allaient à devoir réinventer leur façon de bouger. Ils allaient devoir abandonner la sécurité de la marche à 4 pattes pour l'instabilité risquée de la marche sur 2. L'Afrique avait préparé le terrain. Le décor était planté. Il fallait maintenant un acteur pour faire le premier pas. Et nous avons trouvé la preuve fossile de ce moment précis. Le premier marcheur, le fumeur de joint de l'évolution qui prouve que tout a commencé ici et nulle part ailleurs. Le décor était planté. Le laboratoire de l'Afrique de l'Est était ouvert. La géologie avait créé un parcours du combattant fait de forêts brisées et de savanes ouvertes. La pression était là, changer ou mourir. Et la réponse de nos ancêtres a été la plus étrange et la plus risquée de l'histoire de l'évolution. Ils se sont levés. Mais comment le savons-nous? Nous n'étions pas là. Nous n'avons pas de vidéo. Ce que nous avons, ce sont des pierres, des os transformés en pierres. Et ces os, trouvés uniquement en Afrique, racontent l'histoire de cette transformation incroyable. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que le chaînon manquant ressemblerait à un homme avec une tête de singe, un peu voûté. Mais la réalité que nous avons déterrée est bien plus fascinante. Ce n'était pas une ligne droite, c'était une série d'expériences bizarres. Le premier indice, et le plus ancien, est venu d'un endroit inattendu, pas de la vallée du Rift elle-même, mais de l'ouest, au Tchad. C'est là qu'en 2001, une équipe a trouvé un crâne écrasé dans le sable du désert. Ils l'ont appelé Sahelanthropus tchadensis, mais le monde le connaît sous le nom de Toumaï, ce qui signifie espoir de vie. Toumaï est vieux, incroyablement vieux. Il vivait il y a 7 millions d'années. C'est juste au moment où notre lignée s'est séparée de celle des chimpanzés. À première vue, Toumaï ressemble à un singe. Il a un petit cerveau, un visage prognate, qui avance. Mais si vous retournez le crâne et regardez en dessous, vous voyez le secret. Il y a un trou à la base de chaque crâne, appelé le foramen magnum. C'est par là que la moelle épinière sort pour entrer dans la colonne vertébrale.
Chez un chien ou un chimpanzé qui marche à quatre pattes, ce trou est à l'arrière du crâne. Cela permet à la tête de regarder vers l'avant quand le corps est horizontal. Mais chez Toumaï, le trou est en dessous, au centre. C'est un détail d'ingénierie, mais il change tout. Cela signifie que la tête de Toumaï était en équilibre au sommet d'une colonne vertébrale verticale. Cela signifie qu'il se tenait debout. Il y a 7 millions d'années, au tout début de notre histoire, l'expérience de la bipédie avait déjà commencé. Mais Toumaï était-il un marcheur comme nous? Probablement pas. Il était sans doute une créature hybride, grimpant aux arbres et marchant peut-être maladroitement au sol. 1 million d'années plus tard, au Kenya, nous trouvons une autre pièce du puzzle. Ororhyn tugenensis. On l'appelle l'homme du millénaire. Cette fois, nous n'avons pas le crâne, mais nous avons quelque chose de mieux pour comprendre la marche. Le fémur, l'os de la cuisse, la tête de cet os, la partie qui s'emboîte dans la hanche est grosse et solide. C'est une preuve de port de poids. Les os des singes qui marchent à quatre pattes n'ont pas besoin d'être aussi renforcés à cet endroit. L'os d'Ororhyn crie une seule chose. Je porte tout le poids de mon corps sur 2 jambes. Mais la découverte la plus spectaculaire, celle qui nous donne l'image la plus complète de cette époque de transition, est venue d'Éthiopie. Elle s'appelle Hardy. Ardipithecus ramidus. Elle vivait il y a 4,4 millions d'années. Et Hardy est bizarre. Elle est la créature la plus étrange de notre arbre généalogique. Si vous la voyiez, vous ne sauriez pas quoi penser. Elle avait un bassin qui commençait à ressembler au nôtre, court et large, fait pour soutenir les muscles de la marche. Elle pouvait marcher sur 2 jambes, sans se balancer de côté comme un chimpanzé. Mais regardez ses pieds. Nos pieds sont faits pour la marche. Nos gros orteils sont alignés avec les autres pour nous donner une impulsion. Mais le gros orteil d'Hardy, il partait sur le côté. Il était opposable, comme un pouce. C'était un pied fait pour saisir, un pied fait pour les branches. Hardy était le véhicule tout-terrain ultime. Elle n'avait pas abandonné les arbres. Elle y était encore chez elle, se déplaçant prudemment sur les branches, pas en se balançant comme un singe, mais en marchant sur ses paumes. Mais quand elle descendait au sol, elle ne marchait pas sur ses articulations. Elle se levait. C'est la clé du mystère. L'évolution ne crée pas la perfection du premier coup. Elle bricole. Hardy était la solution parfaite pour ce monde mosaïque de l'Afrique de l'Est. Quand elle était dans la forêt, elle grimpait. Quand la forêt s'arrêtait et qu'elle devait traverser une clairière pour atteindre les prochains arbres, elle marchait. Elle n'était ni un singe, ni un humain. Elle était quelque chose entre les deux. Une pionnière. Mais pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal? La marche bipède est lente. Elle est instable. Si un lion vous poursuit, vous êtes mort. Si vous vous cassez une jambe, vous êtes mort. Alors, quel était l'avantage qui valait ce risque? Les scientifiques ont débattu de cela pendant un siècle. Certains ont dit que c'était pour voir par-dessus les hautes herbes de la savane, pour repérer les prédateurs. C'est logique. D'autres ont dit que c'était pour réguler la température. En Afrique, le soleil de midi est mortel. Si vous êtes debout, moins de surface de votre corps est exposée au soleil direct et vous attrapez plus de vent pour vous rafraîchir. C'est l'hypothèse du radiateur. Mais l'hypothèse la plus convaincante aujourd'hui, celle qui relie tout, concerne l'énergie et les mains. Marcher sur 2 jambes, même maladroitement comme Hardy, est étonnamment efficace sur de longues distances. Les chimpanzés se fatiguent vite quand ils marchent. Les humains peuvent marcher toute la journée. Dans un monde où les forêts rétrécissaient, la nourriture devenait plus dispersée. Il fallait voyager plus loin pour manger. Ceux qui pouvaient marcher de manière plus efficace, en brûlant moins de calories, survivaient. Et il y a le bonus ultime. Les mains libres, c'est l'hypothèse de l'approvisionnement. Imaginez un mâle ou une femelle hardie. Ils trouvent un arbre fruitier riche. S'ils sont à 4 pattes, ils ne peuvent manger que sur place. Mais s'ils sont debout, ils peuvent cueillir des fruits, les empiler dans leurs bras et les transporter. Ils peuvent apporter de la nourriture à un partenaire, à des enfants, ou la stocker en lieu sûr. La capacité de transporter des choses a changé la dynamique sociale. Elle a permis le partage.
Elle a permis aux mères de porter leurs bébés sur de longues distances, sans s'épuiser. La bipédie n'était pas seulement une façon de bouger, c'était une nouvelle façon de vivre. Toutes ces preuves, Toumaï, Aurorun, Hardy, pointent vers une seule conclusion. L'Afrique était le seul endroit où cela se produisait. En Europe et en Asie, les singes restaient dans les arbres ou mouraient de froid. Ils n'avaient pas le rift, ils n'avaient pas la mosaïque, ils n'avaient pas la pression. L'Afrique a forcé la main de l'évolution. Elle a pris un singe et l'a tordu jusqu'à ce qu'il se tienne droit. Mais Hardy n'était qu'un prototype. Elle était encore trop liée aux arbres. Pour que notre histoire commence vraiment, il fallait que quelqu'un s'engage totalement. Il fallait quelqu'un qui abandonne le gros orteil prêt en style. Quelqu'un qui dise adieu à la sécurité des branches pour toujours. Et cette prochaine étape est arrivée avec la superstar de la paléoanthropologie, la célèbre Lucie. C'est avec elle que le bricolage s'est arrêté et que la véritable ingénierie humaine a commencé. Nous avons rencontré Lucie, nous avons vu ses os. Mais pour comprendre pourquoi l'Afrique était le seul endroit capable de forger l'humanité, il ne suffit pas de regarder un squelette dans un musée. Il faut imaginer la vie de cette créature. Lucie n'était pas une guerrière. Elle ne mesurait qu'1,10 m. Elle pesait à peine 30 kilos. Elle n'avait pas de griffes, pas de crocs acérés, et elle ne savait pas courir vite. Dans la savane africaine, remplie de tigres à dents de sabre, de hyènes géantes et de léopards, Lucie n'était pas un prédateur. Elle était une proie, une collation sur 2 pattes. Alors, comment a-t-elle survécu? Et pourquoi cette étrange façon de marcher est-elle devenue la clé de notre avenir? Pour le comprendre, nous devons regarder le sol de la Tanzanie. À un endroit appelé l'Etoli, il y a une trace de pas qui vaut tous les os du monde. C'est une photographie, vieille de 3,6 millions d'années. Imaginez la scène. Le volcan Sadiman, non loin de là, entre en éruption. Il crache un nuage de cendres grises qui recouvre la savane, comme de la neige sale. Puis, la pluie tombe. La cendre se transforme en une boue collante, comme du ciment frais. 2 australopithèques marchent à travers ce paysage désolé. Peut-être un couple ou un parent et son enfant. Ils marchent côte à côte. Si vous regardez les empreintes, vous voyez quelque chose d'incroyable. Ils ne marchent pas à 4 pattes. Ils marchent debout. Leurs talons frappent le sol. Leur poids roule sur la voûte plantaire. Et ils poussent avec leurs gros orteils. C'est une marche humaine. Mais il y a un détail encore plus touchant. Les traces montrent que l'un des individus s'est arrêté. Il s'est tourné légèrement vers la gauche, comme pour regarder quelque chose au loin, peut-être le volcan ou un prédateur, avant de continuer sa route. C'est un moment d'hésitation, de curiosité, figé dans la pierre pour l'éternité. Ces empreintes nous disent donc que la bipédie n'était pas juste une capacité anatomique, c'était leur mode de vie. Ils traversaient des paysages ouverts, exposés, loin de la sécurité des arbres. Mais pourquoi? Pourquoi prendre ce risque? La réponse est l'efficacité énergétique. C'est le super pouvoir secret de la marche humaine. Les scientifiques ont mis des chimpanzés sur des tapis roulants, oui, vraiment, et ont mesuré leur consommation d'énergie. Les chimpanzés dépensent énormément d'énergie pour marcher, que ce soit sur 2 ou 4 pattes. Ils sont comme des voitures de sport avec une mauvaise consommation de carburant. Rapides sur de courtes distances, mais ils tombent en panne sèche rapidement. Les humains, en revanche, sont comme des voitures hybrides économiques. Nos longues jambes, nos tendons d'Achille qui agissent donc comme des ressorts, notre bassin stable. Tout cela nous permet de marcher des kilomètres et des kilomètres avec très peu d'efforts. Dans l'Afrique de l'Est qui s'asséchait, où les forêts devenaient des îlots séparés par des kilomètres de savane, cette économie d'énergie était la différence entre la vie et la mort. Les singes qui restaient dans les arbres mouraient de faim quand leur forêt disparaissait. Les ancêtres de Lucie pouvaient simplement descendre, marcher 10 kilomètres jusqu'à la prochaine forêt et manger. La bipédie était l'adaptation ultime à un paysage africain brisé. Mais la nature ne donne rien gratuitement. Chaque cadeau a un prix. Et le prix que nous avons payé pour nous lever est terrible. En changeant la forme de notre bassin pour soutenir la marche debout, nous avons rétréci le canal de naissance. Chez les singes, la naissance est relativement facile. Le bébé passe sans problème. Mais chez les humains,
et leurs ancêtres bipèdes, le passage est devenu étroit et tortueux. C'est le dilemme obstétrical. Pour marcher efficacement, il faut des hanches étroites. Pour avoir un bébé avec un cerveau qui grossit, il faut des hanches larges. L'évolution a dû trouver un compromis douloureux. Cela signifie que les mères australopithèques avaient probablement besoin d'aide pour accoucher. Elles ne pouvaient pas le faire seules, isolées dans un coin, comme le font les chimpanzés. Elles avaient besoin de sages-femmes, d'autres membres du groupe pour les aider. C'est un point crucial que beaucoup ignorent. La difficulté de la naissance a forcé nos ancêtres à devenir plus sociaux. Cela a créé un lien de dépendance. Je ne peux pas donner la vie sans toi. La bipédie a peut-être planté la graine de notre profonde coopération sociale, bien avant que nous ayons un langage pour en parler. De plus, parce que le passage est si étroit, nos bébés doivent tous naître tôt. Ils naissent avec un cerveau qui n'est pas fini, sinon la tête ne passerait pas. Un bébé chimpanzé peut s'accrocher à sa mère presque tout de suite. Un bébé humain est totalement, désespérément impuissant pendant des années. Cela a créé une autre pression. Les mères avaient besoin d'aide pour nourrir et protéger ces bébés fragiles. Les pères, les frères, les sœurs devaient s'impliquer. La famille, au sens large, est devenue une nécessité biologique pour la survie de l'enfant. Ainsi, l'Afrique, avec sa géologie unique, a créé une réaction en chaîne. Le rift a brisé la forêt. La forêt brisée a forcé les singes à marcher. La marche a changé le bassin. Le bassin a rendu la naissance difficile. La naissance difficile a forcé la coopération et l'amour familial. Tout est lié. Mais l'héritage le plus important de la bipédie n'est pas dans nos jambes, ni dans nos hanches. Il est dans ce que nous n'utilisons plus pour marcher. Regardez vos mains. Pendant des millions d'années, les mains de nos ancêtres étaient occupées à soutenir leur poids, à s'accrocher aux branches, à marcher sur le sol. Mais au moment où Lucie s'est levée, ses mains ont été libérées. Soudain, elle avait deux outils incroyables au bout de ses bras, disponibles 24 heures sur 24. Au début, elle les utilisait probablement pour porter de la nourriture d'un endroit à un autre, porter son bébé sans défense. C'est déjà énorme. Un singe à quatre pattes ne peut pas transporter beaucoup de fruits. Un bipède peut en remplir ses bras. Mais les mains libres sont des mains qui s'ennuient, des mains qui explorent, des mains qui manipulent. Lucie pouvait ramasser un bâton pour creuser des tubercules. Elle pouvait ramasser une pierre pour casser une noix. Elle pouvait lancer un objet pour effrayer une hyène. Le cerveau n'a pas forcé les mains à travailler. C'est l'inverse. Les mains libres ont commencé à interagir avec le monde d'une nouvelle manière, envoyant des millions de nouvelles informations au cerveau. Cette pierre est tranchante. Ce bâton est solide. C'était la préparation pour la prochaine grande explosion. Le corps était prêt. Les mains étaient prêtes. L'environnement africain, plein de ressources, mais aussi de dangers, exigeait plus que la simple cueillette. Il exigeait l'innovation. Et c'est là que notre propre genre, le genre Homo, entre en scène. C'est là que nous passons de l'animal qui marche à l'animal qui fabrique. La prochaine étape de notre évolution n'allait pas se jouer dans les muscles, mais dans la pierre. Et elle allait nous donner le carburant nécessaire pour construire l'organe le plus complexe de l'univers connu, le cerveau humain. L'Afrique avait forcé nos ancêtres à se lever. Le climat changeant, la mosaïque de forêts et de savanes créée par le rift, tout cela avait conspiré pour libérer les mains de nos ancêtres de la tâche de marcher. Pendant des millions d'années, ces mains libres ont porté des bébés et de la nourriture. C'était utile, mais ce n'était pas révolutionnaire. Mais il y a environ 2,5 à 3 millions d'années, quelque chose a changé. Nos ancêtres ont cessé d'utiliser leurs mains pour prendre ce que la nature leur offrait et ont commencé à les utiliser pour changer la nature. C'est la naissance de la technologie et cela marque l'entrée en scène de notre propre genre, le genre Homo. Rencontré, Homo habilis. Son nom signifie l'homme habile. Il vivait en Afrique de l'Est et du Sud. Il était encore petit, à peine plus grand que Lucie. Il avait encore un visage assez simiesque, mais dans son crâne, le cerveau avait légèrement grossi, et dans ses mains, il tenait la clé de l'avenir. Les archéologues appellent cette clé l'industrie oldowayenne. Ce sont les premiers outils en pierre reconnus,
bien que des découvertes récentes, à Lomekwi, au Kenya, suggèrent que cela a pu commencer encore plus tôt, il y a 3,3 millions d'années. Si vous voyez un outil oldowayen par terre, vous ne le remarqueriez probablement même pas. Il ressemble à un galet cassé. Mais pour un œil exercé, c'est un chef-d'œuvre de l'esprit. Pour fabriquer cet outil, Homo habilis devait faire quelque chose qu'aucun autre animal ne fait. Il devait choisir une pierre spécifique pour sa dureté. Il devait choisir une autre pierre pour servir de marteau. Il devait comprendre la physique de la fracture, frapper à un angle précis, avec une force précise, pour détacher un éclat tranchant comme un rasoir. Il devait avoir l'image de l'outil dans sa tête, avant de le créer. C'est un saut cognitif monumental. C'est le moment où nous avons commencé à imposer notre volonté à la matière. Mais la grande question est, pourquoi ? Pourquoi Homo habilis avait-il besoin de couteaux en pierre ? Il ne chassait pas le mammouth. Il n'avait pas de lance. Il était petit et vulnérable. La réponse est simple et peu glamour. Il avait faim. Et l'Afrique était un endroit dangereux pour avoir faim. Le climat devenait de plus en plus sec. Les fruits et les plantes tendres étaient brèves et plus rares. Mais la savane africaine offrait une autre ressource, si l'on osait la prendre, la viande. La savane regorgeait d'animaux, et donc de prédateurs. Des lions à dents de sabre, des hyènes géantes, des léopards. Homo habilis n'était pas un tueur, c'était un charognard, un voleur de viande. Imaginez la scène. Un groupe de Homo habilis observe des vautours tourner dans le ciel. C'est le signal. Ils courent vers l'endroit. Ils trouvent la carcasse d'une antilope, abattue par un lion quelques heures plus tôt. Le lion a mangé la meilleure viande et est parti. Les hyènes ont peut-être déjà pris les restes. Il ne reste que le squelette, nettoyé. Pour la plupart des animaux, c'est un déchet inutile. Mais pour Homo habilis, armé de sa pierre, c'est un coffre-fort. Il prend son outil en pierre. Il l'utilise pour couper rapidement les morceaux de chair coriace et de tendons que les dents des autres animaux n'ont pas pu arracher. L'éclat de pierre est plus tranchant qu'une dent de lion, mais le vrai trésor est à l'intérieur. Homo habilis prend un gros galet et fracasse les os longs des pattes. Crac! L'os s'ouvre. À l'intérieur se trouve la moelle osseuse. C'est une substance rose, grasse et incroyablement riche. C'est de la graisse pure. C'est une bombe de calories. Aucun autre animal, à part la hyène avec ses mâchoires massives, ne peut y accéder. Avec ses outils en pierre, Homo habilis avait inventé une mâchoire externe. Il avait trouvé une source de nourriture exclusive, riche en énergie, que personne d'autre ne pouvait toucher. Et c'est là que la magie de l'évolution africaine opère. C'est la boucle de rétroaction la plus importante de notre histoire. Le cerveau est un organe coûteux. Chez l'homme moderne, il représente 2% du poids du corps, mais consomme 20% de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir un gros cerveau en mangeant de l'herbe ou des feuilles. Vous avez besoin de carburant haute performance. Vous avez besoin de graisse et de protéines. En accédant à la moelle osseuse et à la viande grâce aux outils, Homo habilis a donné à son corps l'énergie supplémentaire dont il avait besoin. Cette énergie n'a pas servi à faire grossir ses muscles, mais à nourrir son cerveau. Un cerveau mieux nourri pouvait devenir plus gros et plus complexe au fil des générations. Un cerveau plus gros et plus intelligent pouvait inventer de meilleurs outils et de meilleures stratégies de charognage. De meilleurs outils signifiaient plus de viande. Plus de viande signifiait un cerveau encore plus gros. C'était un cercle vertueux, et cela ne s'est produit qu'en Afrique, parce que c'est là que la combinaison unique de sécheresse, besoin de nouvelles nourritures, et de grands prédateurs, fournissant des carcasses, existait. Cette boucle de rétroaction a transformé Homo habilis. Au fil du temps, il a évolué. Il est devenu plus grand. Son cerveau a explosé en taille. Il a commencé à perdre ses derniers traits de singe. Il a commencé à dépendre de moins en moins des arbres et de plus en plus de son intelligence et de sa technologie. Il y a environ 2 millions d'années, ce processus a abouti à une nouvelle version de l'humanité. Une version améliorée. Le premier véritable humain au sens où nous l'entendons. Il s'appelait Homo erectus. Homo erectus n'était plus un charognard craintif se cachant dans les buissons. Il était grand, il était fort, il était totalement bipède, capable de courir des marathons sous le soleil africain.
Son cerveau était presque 2 fois plus gros que celui de ses ancêtres. Et il a fait quelque chose qu'aucun primate n'avait jamais fait avant lui. Il a regardé l'horizon, au-delà des frontières de l'Afrique, et il a décidé de marcher. L'Afrique avait forgé l'outil parfait. Elle avait créé une créature capable de survivre n'importe où, de manger n'importe quoi, et d'utiliser son esprit pour vaincre la nature. L'expérience africaine était un tel succès qu'elle était prête à être exportée. Homo erectus allait devenir le premier voyageur, le premier colonisateur. Il allait emmener le feu et la pierre en Asie et en Europe. Mais voici le mystère final, et le plus grand de tous. Homo erectus a quitté l'Afrique. Il a vécu en Asie pendant 1 million d'années. Il a vécu en Europe. Mais il n'a pas évolué en nous, là-bas. Les Erectus d'Asie sont restés des Erectus jusqu'à leur extinction. Pourquoi ? Pourquoi, même après que les humains se soient répandus dans le monde, la prochaine grande étape, l'apparition de Homo sapiens, l'homme moderne, s'est-elle encore produite en Afrique ? Pourquoi le continent mère n'avait-il pas fini son travail ? La réponse réside dans le fait que l'Afrique n'était pas seulement un berceau, c'était une machine à connecter. C'était le premier réseau social du monde. L'Afrique avait réussi son pari. En transformant un singe de la forêt en un charognard de la savane, elle avait créé Homo erectus. C'était le modèle 2.0 de l'humanité. Plus grand, plus fort, plus intelligent. Et surtout, il avait la bougeotte. Il y a environ 1 800 000 ans, Homo erectus a fait ce qu'aucun primate n'avait jamais fait. Il a franchi la ligne d'arrivée. Il a quitté l'Afrique. Imaginez le moment. Un groupe de chasseurs, Erectus, peut-être poussé par une sécheresse, ou simplement par la curiosité de voir ce qu'il y avait derrière la colline suivante, a traversé la péninsule du Sinaï. Ils ne savaient pas qu'ils changeaient de continent. Pour eux, c'était juste plus de terre. Mais ce pas a changé l'histoire de la planète. Ils sont allés loin, incroyablement loin. On a retrouvé leurs crânes en Géorgie, aux portes de l'Europe. On a retrouvé leurs os sur l'île de Java, en Indonésie. Ils ont conquis l'ancien monde. Ils ont appris à survivre dans les hivers froids et dans les jungles humides. Ils ont maîtrisé le feu. Ils ont vécu pendant près de 2 millions d'années. C'est 10 fois plus longtemps que notre propre espèce. Homo sapiens n'a existé. Alors, voici le grand mystère. Voici la question qui empêche les scientifiques de dormir. Si Homo erectus était déjà en Asie et en Europe il y a près de 2 millions d'années, pourquoi l'évolution humaine ne s'est-elle pas poursuivie là-bas ? Pourquoi l'homme moderne, Homo sapiens, n'est-il pas né en Chine ou en France ? Pourquoi, après tout ce temps, la prochaine grande mise à jour, la version finale de l'humanité, est-elle encore tache sortie d'Afrique ? La réponse est fascinante. C'est parce que ceux qui sont partis sont tombés dans un piège. Le piège de la spécialisation. Regardons ce qui est arrivé aux descendants des Erectus qui ont migré en Europe. Ils se sont retrouvés dans un monde de glace. Le climat était brutal. Pour survivre, ils ont dû changer. Leurs corps sont devenus plus courts et plus trapus pour conserver la chaleur. Leurs muscles sont devenus massifs pour combattre les grands animaux. Leurs nez sont devenus larges pour réchauffer l'air glacé. Ils sont devenus les Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient une réussite incroyable. Mais ils étaient des spécialistes. Ils étaient conçus pour le froid. Ils étaient les rois de l'Europe glaciaire. Maintenant, regardons ceux qui sont allés en Asie. Ils se sont adaptés aux montagnes, aux steppes, aux jungles. Ils sont devenus les mystérieux Dénisoviens ou les petits hobbits de l'île de Florès. Eux aussi étaient des spécialistes. En quittant l'Afrique, ces groupes se sont isolés. Ils se sont adaptés à un environnement précis et ils y sont restés bloqués. L'évolution, pour eux, s'est arrêtée là. Ils étaient pas parfaits pour leur monde, mais ils ne pouvaient pas devenir autre chose. Mais en Afrique, l'histoire était différente. Ceux qui sont restés derrière, les ancêtres qui n'ont pas migré, n'ont pas eu le luxe de se spécialiser, parce que l'Afrique refusait de rester tranquille.
Le climat de l'Afrique pendant cette période était une machine à chaos. Les scientifiques appellent cela la pompe saharienne. Imaginez le Sahara. Parfois, c'est un désert infranchissable, comme aujourd'hui. Mais tous les 22 000 ans environ, à cause de l'orbite de la Terre, il devient vert. Il se couvre de lacs et de rivières. Pendant les périodes vertes, les populations humaines d'Afrique pouvaient voyager, se rencontrer, échanger des gènes et des idées. C'était une fête continentale. Mais quand le désert revenait, ces populations étaient coupées les unes des autres, piégées dans des refuges isolés près des côtes ou des montagnes. Ce cycle, connexion, isolement, s'est répété des centaines de fois. C'était un moteur d'évolution surpuissant. Pendant les phases d'isolement, chaque petit groupe développait ses propres mutations, ses propres caractéristiques uniques. C'est de la diversité génétique. Mais avant qu'ils ne deviennent des espèces complètement différentes, comme les Néandertaliens, le climat changeait à nouveau. Le désert redevenait vert, et les groupes se mélangeaient. Ils mélangeaient leurs gènes, ils mélangeaient leurs inventions. C'est ce qui a créé Homo sapiens. Nous ne sommes pas nés d'une seule tribu dans une seule vallée. Nous sommes un mélange. Nous sommes le résultat de centaines de milliers d'années de brassage génétique à travers tout le continent africain. C'est pourquoi les Africains d'aujourd'hui ont plus de diversité génétique dans leur ADN que tout le reste de la planète réunie. Mais il y a un autre facteur, un facteur qui n'est pas dans nos os, mais dans notre comportement. Et c'est peut-être le plus important de tous. Il y a environ 300 000 ans, au moment où les premiers Homo sapiens commençaient à apparaître, comme les fossiles de Jebel Irhoud au Maroc, quelque chose de nouveau est apparu dans les archives archéologiques. Les archéologues ont trouvé des outils en pierre, mais pas faits avec la pierre locale. Ils ont trouvé de l'obsidienne, ce verre volcanique noir et tranchant, qui provenait de sources situées à près de 100 km de là. Comment cette pierre est-elle arrivée là? Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de chevaux. La seule explication est le commerce. C'est le début du premier réseau social. Contrairement aux Néandertaliens en Europe, qui vivaient généralement en petits groupes isolés et utilisaient la pierre locale, nos ancêtres africains ont commencé à construire des réseaux. Ils se faisaient des amis à distance. Si je te donne cette belle obsidienne aujourd'hui, peut-être que tu me donneras de la nourriture demain si ma chasse échoue. C'est une police d'assurance. Dans un environnement africain instable, où une sécheresse pouvait frapper n'importe où, avoir des amis loin de chez soi était la meilleure façon de survivre. Ce réseau a fait quelque chose d'extraordinaire pour notre esprit. Il nous a forcés à communiquer de manière complexe. Il nous a forcés à utiliser des symboles pour montrer qui nous étions. C'est à cette époque que nous voyons les premières traces de pigments, ocre rouge, utilisés pour peindre le corps ou les objets. C'est le début de l'art, le début de l'identité. Alors, pourquoi l'Afrique? Parce que l'Europe était un congélateur stable qui a créé des spécialistes robustes, les Néandertaliens. L'Asie était un vaste territoire qui a créé des groupes isolés, les Dénisoviens. Mais l'Afrique était un mélangeur. Sa géologie, son climat changeant et sa géographie ont forcé nos ancêtres à devenir des généralistes ultimes. Ils devaient être capables de vivre partout. Ils devaient être capables de changer de régime alimentaire. Et surtout, ils devaient être capables de se connecter les uns aux autres pour survivre aux mauvais jours. L'Afrique n'a pas seulement créé un corps moderne, elle a créé un esprit moderne, un esprit social, flexible et créatif. Il y a environ 60 000 ans, la version finale était prête. Une nouvelle vague d'humains, armés de cette nouvelle intelligence sociale et de cette diversité génétique, s'est tenue sur les rives de la mer Rouge. Ils regardèrent vers l'Asie. Ils étaient prêts à partir. Les Homo erectus étaient partis depuis longtemps. Les Néandertaliens régnaient sur l'Europe. Mais ils ne savaient pas ce qui arrivait. La tempête parfaite, forgée dans le laboratoire africain, était sur le point de déferler sur le monde. Et cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Nous arrivons maintenant à la partie finale de notre enquête. Comment cette nouvelle espèce, notre espèce, a-t-elle utilisé son héritage africain pour remplacer tous les autres humains sur Terre? Et quelle est la preuve ultime, cachée dans notre sang aujourd'hui, qui confirme que nous sommes tous, au fond, des Africains?
L'Afrique avait fini son travail. Après des millions d'années de bricolage géologique, de chaos climatique et de pression évolutive, elle avait forgé l'outil ultime de survie, Homo sapiens. Nous étions prêts. Il y a environ 60 000 ans, une petite vague de ces nouveaux humains s'est massée sur les rives de la mer Rouge. Ils n'étaient pas nombreux. Les études génétiques suggèrent qu'ils n'étaient peut-être que quelques milliers. Mais ils transportaient avec eux l'arme secrète que l'Afrique leur avait donnée. Un cerveau social, flexible et ultra connecté. Ils ont traversé. Ils ont quitté le berceau pour ne jamais revenir. Mais le monde n'était pas vide. En arrivant en Europe et en Asie, nos ancêtres ne sont pas entrés dans une terre vierge. Ils sont entrés sur un territoire occupé. Leurs cousins éloignés, les descendants de la première vague de migration, celle de Homo erectus, étaient là depuis des centaines de milliers d'années. En Europe, ils ont rencontré les Néandertaliens. Imaginez ce face-à-face. C'est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la vie sur Terre. Deux espèces humaines, séparées par 500 000 ans d'évolution, se regardent dans le blanc des yeux. Sur le papier, le match semblait perdu d'avance pour nos ancêtres. Les Néandertaliens étaient chez eux. Ils connaissaient le terrain. Ils étaient physiquement supérieurs. Ils étaient plus forts, plus robustes, capables de supporter un froid que nos ancêtres tropicaux trouvaient insupportable. Ils avaient de gros cerveaux et de bonnes lances. Ils étaient les rois de la glace. Nous, Homo sapiens, nous étions les intrus. Nous étions plus grands, mais plus maigres, plus fragiles. Nous n'avions pas de fourrure, pas de graisse isolante. Nous étions des enfants du soleil perdus dans la neige. Alors, comment avons-nous gagné? Pourquoi sommes-nous ici, à parler sur Internet, alors que les Néandertaliens ne sont que des os dans des musées? La réponse n'est pas que nous étions des guerriers sanguinaires, qui les ont tous massacrés. La guerre a peut-être eu lieu, oui, mais la véritable bataille s'est jouée sur le terrain de l'efficacité. C'était une compétition économique. L'Afrique nous avait appris à être des généralistes. Les Néandertaliens avaient besoin de beaucoup de calories pour nourrir leur corps massif. Ils chassaient le gros gibier, mammouths, des bisons, en utilisant des lances lourdes pour le corps à corps. C'était dangereux. Les hommes mouraient souvent jeunes, blessés par leur proie. Nos ancêtres africains, eux, sont arrivés avec une technologie différente. Ils avaient inventé les armes de jet, des lances plus légères qu'on pouvait lancer avec un propulseur, et plus tard, l'arc et la flèche. Cela semble être un détail, mais cela change tout. Avec une arme de jet, vous pouvez tuer votre dîner à distance. Vous prenez moins de risques, vous êtes moins souvent blessé. Vous pouvez aussi chasser des proies plus petites et plus rapides, des lapins, des oiseaux, des poissons, que les Néandertaliens ignoraient souvent. Quand le climat a changé, encore une fois, et que les grands mammouths sont devenus rares, les Néandertaliens ont commencé à mourir de faim. Leurs outils ne leur permettaient pas de changer de régime alimentaire facilement. Nos ancêtres, eux, ont simplement changé de menu. Ils ont mangé du poisson, ils ont mangé des racines, ils ont mangé tout ce qui bougeait. L'adaptabilité africaine a payé. Mais l'arme la plus puissante n'était pas la lance. C'était, encore une fois, le réseau social. Les archéologues ont remarqué une différence fondamentale dans la façon dont les deux espèces vivaient. Les Néandertaliens vivaient en petits groupes familiaux, très isolés. Ils s'aventuraient rarement loin de chez eux. Homo sapiens, en revanche, avait gardé son habitude africaine. Il restait connecté. Imaginez deux tribus pendant un hiver terrible. La tribu néandertalienne est seule dans sa vallée. Si la chasse échoue, s'ils tombent malades, ils n'ont personne vers qui se tourner. Ils meurent. Leur lignée s'éteint. La tribu sapiens, dans la vallée voisine, a aussi faim. Mais ils ont un plan B. Ils envoient un coureur vers une autre tribu, à 50 kilomètres de là. Une tribu avec qui ils ont échangé des perles et des outils l'été dernier. Ils demandent de l'aide. Et grâce à ces liens d'amitié lointains, ils survivent. C'est le cerveau collectif en action. Au fil des millénaires, cette différence s'est accumulée. Les populations de sapiens ont grandi. Les populations de néandertaliens ont diminué. Nous ne les avons pas nécessairement tués. Nous les avons simplement submergés. Nous avons pris les meilleures grottes, les meilleurs terrains de chasse, simplement parce que nous étions plus nombreux et mieux organisés.
C'était une invasion douce, mais implacable. Cependant, il y a un dernier rebondissement dans cette histoire de conquête. Un rebondissement que nous n'avons découvert que très récemment grâce à l'ADN. Nous n'avons pas seulement combattu nos cousins, nous les avons aimés. Lorsque les scientifiques ont séquencé le génome des Néandertaliens, ils ont trouvé quelque chose de choquant. Si vous n'êtes pas d'origine 100% africaine, c'est-à-dire si vos ancêtres ont quitté l'Afrique, vous portez en vous entre 1% et 3% d'ADN néandertalien. Cela signifie qu'il y a eu des bébés. Quand nos ancêtres sont sortis d'Afrique, ils ont rencontré les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Asie. Et au lieu de simplement les remplacer, ils se sont mélangés à eux. C'est fascinant, car cela signifie que l'Afrique n'a pas seulement fourni l'humanité de base, elle a fourni une humanité capable d'absorber les autres. Ces gènes néandertaliens nous ont aidés. L'Afrique nous avait donné des corps tropicaux. Les Néandertaliens nous ont donné, par métissage, des gènes pour survivre dans le froid, des gènes pour adapter notre peau au soleil plus faible du nord, et des gènes pour renforcer notre système immunitaire contre les maladies locales. Nous avons volé leurs adaptations biologiques en nous accouplant avec eux. Mais à la fin, l'identité néandertalienne a disparu. Ils ont été dilués dans la marée montante de l'humanité africaine. Il y a environ 40 000 ans, le dernier néandertalien pur est mort, peut-être seul dans une grotte à Gibraltar, regardant la mer. Le monde appartenait désormais à une seule espèce. L'expérience des multiples humanités était terminée. Le modèle Made in Africa avait remporté le marché global. Nous nous sommes répandus partout. Nous avons traversé la mer pour atteindre l'Australie, un exploit incroyable. Nous avons traversé la glace pour atteindre l'Amérique. Nous avons grimpé les plus hautes montagnes et traversé les déserts les plus chauds. Rien ne pouvait nous arrêter. Nous étions l'espèce ultime, le couteau suisse de la nature, forgé dans les feux du rift africain pour survivre à n'importe quel apocalypse. Mais alors que nous nous tenons aujourd'hui au sommet du monde, avec nos 8 milliards d'habitants, nous devons nous poser une dernière question. Cette histoire épique a-t-elle laissé une trace? Si nous regardons au fond de nous-mêmes, pouvons-nous encore voir l'Afrique? La réponse est oui, et elle se trouve dans notre sang, dans nos maladies et dans notre avenir. Dans la dernière partie, nous allons voir comment cet héritage africain définit encore qui nous sommes aujourd'hui et pourquoi il est la clé de notre survie future. Alors, oui, nous avons évolué en Afrique, c'est un fait. Les fossiles le prouvent, de Toumaï à Lucie jusqu'au premier Homo sapiens. Les outils en pierre le prouvent, s'accumulant en couches profondes dans le sol africain bien avant d'apparaître ailleurs. Et surtout, notre propre ADN le confirme. Mais dire « nous venons d'Afrique » n'est que le début. La vraie leçon de ce voyage épique de 7 millions d'années, ce n'est pas une question de géographie, c'est une question d'identité. Comprendre nos origines africaines change fondamentalement la façon dont nous devrions nous voir, nous-mêmes et les autres. Premièrement, cela détruit une vieille idée fausse, une idée qui a causé tant de douleurs dans l'histoire récente, l'idée de race. La génétique est claire, comme de l'eau de roche. Biologiquement, la race n'existe pas. Tous les humains vivants aujourd'hui, qu'ils soient à Paris, à Pékin, à New York ou au Cap, sont remarquablement similaires. Nous partageons 99,9% de notre ADN. Les différences que nous voyons, la couleur de la peau, la forme des yeux, la texture des cheveux, ne sont que des adaptations superficielles et très récentes. La peau claire, par exemple, est une adaptation récente pour absorber plus de vitamine D dans les climats peu ensoleillés du Nord. C'est une couche de peinture. Sous le capot, le moteur est le même. Et ce moteur est africain. En fait, il y a plus de diversité génétique entre deux tribus voisines en Afrique du Sud qu'entre un Européen et un Asiatique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est la bibliothèque originale. C'est là que nous avons passé la majeure partie de notre temps. Le reste du monde n'a été peuplé que par de petits groupes qui ont emporté avec eux quelques livres de cette bibliothèque. Nous sommes tous des Africains. Certains d'entre nous sont simplement des Africains dont les ancêtres ont déménagé il y a un moment. Cette vérité a des conséquences importantes, même pour notre médecine moderne. Pendant des décennies, la science a surtout étudié les populations d'origine européenne. C'était une erreur. En ignorant la diversité génétique immense de l'Afrique, nous avons raté des clés pour comprendre les maladies et les traitements pour toute l'humanité.
Comprendre notre passé africain, c'est la clé pour guérir notre avenir. Deuxièmement, cette histoire nous enseigne l'humilité. Nous aimons nous voir comme les maîtres de la terre, une espèce destinée à la grandeur. Mais l'histoire de notre évolution nous rappelle que nous sommes des survivants par chance. Nous sommes les produits du hasard. Nous ne sommes pas apparus parce que c'était écrit. Nous sommes apparus parce qu'une faille géologique en Afrique de l'Est a créé des montagnes qui ont bloqué la pluie. Nous sommes apparus parce que le climat est devenu fou. Nous sommes apparus parce que nos ancêtres étaient faibles et lents et qu'ils ont dû inventer des outils pour ne pas mourir de faim. Nous avons failli disparaître tant de fois. Les goulots d'étranglement génétique nous montrent qu'à certains moments, la population humaine totale a pu chuter à quelques milliers de personnes. Une mauvaise éruption volcanique, comme Toba, une sécheresse un peu plus longue, et nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'internet, pas de ville, pas de vous, pas de moi, juste des os dans la poussière. Nous sommes les descendants des entêtés, des résilients, de ceux qui ont refusé d'abandonner quand le monde s'effondrait. Et c'est là que réside la troisième et la plus importante leçon. L'Afrique nous a donné une boîte à outils pour l'avenir. Regardez le monde aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Le climat change à nouveau, cette fois à cause de nous. Les océans montent, les tempêtes deviennent plus fortes, les ressources se raréfient. Cela vous rappelle quelque chose? C'est exactement le scénario que nos ancêtres ont affronté dans la vallée du Rift. Le changement climatique n'est pas nouveau pour notre espèce. C'est le feu dans lequel nous avons été forgés. Comment ont-ils survécu? Ils n'ont pas survécu en étant les plus forts ou en construisant des murs. Ils ont survécu en étant flexibles, en changeant leur comportement, en innovant et surtout en élargissant leur cercle de coopération. Le réseau social panafricain, cet échange d'obsidiennes et d'idées sur des centaines de kilomètres, a été leur salut. Quand une région s'asséchait, ils pouvaient le compter sur leurs voisins lointains. Ils ont partagé les solutions. Aujourd'hui, nous avons un réseau social qui couvre la planète entière. Nous avons la capacité de partager des idées instantanément. Mais nous avons encore nos vieux instincts tribaux. Nous avons tendance à nous diviser en nous contre eux. L'histoire de nos origines nous crie que c'est une erreur. L'isolation est la mort. La connexion est la survie. Pour survivre au siècle prochain, nous devons réactiver notre héritage africain. Nous devons être aussi adaptables que les premiers Homo sapiens. Nous devons innover face à la crise, comme Homo habilis avec ses pierres. Et nous devons coopérer à une échelle que le monde n'a jamais vue. L'Afrique n'est pas seulement notre passé. D'une certaine manière, elle est notre modèle pour l'avenir. Le même continent qui nous a donné la vie, qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné l'art, a encore une leçon à nous offrir. Nous sommes meilleurs quand nous sommes ensemble. Imaginez un dernier instant. Imaginez l'un de ces premiers humains modernes, debout sur une plage d'Afrique de l'Est, il y a 60 000 ans. Il regarde vers l'horizon, vers l'Asie, vers l'inconnu. Il a peur, mais il y va quand même. Il lance sa pirogue à l'eau. Il ne sait pas qu'il porte en lui les graines de 8 milliards de personnes. Il ne sait pas que ses descendants construiront des pyramides, découvriront l'atome et enverront des robots sur Mars. Il sait juste qu'il doit avancer. Ce courage, cette curiosité insatiable, cette capacité à regarder l'inconnu et à dire « j'y vais », c'est le cadeau de l'Afrique. C'est ce qui nous rend humains. Nous ne vivons plus dans la savane, mais la savane vit en nous. Nos cerveaux sont câblés pour résoudre des problèmes, pour raconter des histoires, pour prendre soin les uns des autres. Nous sommes faits pour les temps difficiles. Alors, quand vous vous sentez dépassé par le monde moderne, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes le produit de 7 millions d'années de succès contre toute attente. Vous portez les gènes des survivants ultimes. Vous êtes un enfant de l'Afrique. Et parce que nous venons tous de là-bas, chaque être humain sur cette terre est votre famille. L'histoire de notre évolution est terminée pour ce chapitre. Mais le prochain chapitre, c'est nous qui l'écrivons. Et si nous nous souvenons des leçons de notre berceau, alors peut-être, juste peut-être, que notre voyage ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté cette histoire. C'est votre histoire, Tristoire.